Je ne travaille plus de nuit aujourd'hui, mais pendant des années, j'ai fait le service de nuit dans un centre de soins pour personnes âgées. Le week-end, j'étais seule à gérer une unité spécialisée pour patients atteints de démence. Parfois, c'était angoissant. 15 résidents et moi seule pour les surveiller toute la nuit. Il était environ 3 heures du matin. Je venais de faire une ronde complète. Tout le monde allait bien. Puis, j'ai entendu la sonnette d'entrée. Un frisson m'a traversé. C'est un établissement sécurisé et il faisait nuit noire. Je suis allée regarder par la fenêtre. Personne. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue, pensant que j'avais halluciné. Et 10 minutes plus tard, la sonnette a retenti à nouveau. Je suis retournée voir. Toujours personne. Mais cette fois, j'ai vu une voiture étrange garée de l'autre côté de la rue. Je l'ai prise en photo, juste au cas où, puis je suis retournée à mon poste. Je jouais aux cartes avec une dame adorable mais très atteinte de démence. En me rasseyant, elle m'a regardée et m'a dit « Que voulait ce monsieur, ma chérie ?» Un frisson m'a glacé la colonne, mais j'ai fait comme si de rien n'était. Les hallucinations sont courantes dans ces cas-là, et cette patiente est souvent désorientée. Mais moins de 5 minutes plus tard, la sonnette a encore sonné. Là, j'ai vraiment commencé à avoir peur. Un autre résident était réveillé et se promenait dans le couloir, en train de peindre avec un pinceau propre pour se distraire. En passant devant lui, il m'a dit « Ouvre pas la porte toute seule, il pourrait te faire du mal. » Puis il a continué à faire semblant de peindre. Je suis arrivée à la fenêtre. La voiture était toujours là. Et puis, j'ai vu une ombre passer devant la porte. Un homme est apparu au coin du bâtiment et m'a regardé à travers la vitre. On s'est croisés du regard. C'était comme un jumpscare. J'ai sursauté et crié. Mes résidents ont commencé à paniquer. L'homme, lui, s'est enfui. J'ai appelé la police immédiatement. Les agents sont arrivés rapidement, mais c'était devenu le chaos. Les 15 résidents étaient réveillés et en panique, et les policiers dans les couloirs n'arrangeaient rien. Heureusement, les 2 officiers m'ont aidé à tout calmer, mais ça a pris du temps. Plus tard, j'ai appris qu'une femme vivant plus bas dans la rue avait été agressée chez elle dans la nuit. Quelqu'un s'était introduit pour chercher de la drogue. Je n'arrête pas de me demander si c'était le même homme qui essayait de forcer l'entrée de notre centre. Je suis reconnaissante que l'établissement soit si bien sécurisé, et j'imagine qu'il a juste choisi une autre cible. Mais ce qui me perturbe encore, c'est que 2 de mes patients savaient qu'un homme était là et qu'il pouvait me faire du mal. Il n'était jamais assez proche de la porte pour voir à travers la vitre. C'était comme une sorte d'instinct de protection ou une simple coïncidence étrange. J'ai quitté ce travail peu de temps après, quand ils ont refusé d'embaucher une 2e personne pour les nuits, alors que les recommandations de sécurité disaient clairement qu'on était en sous-effectif. Je travaillais dans une station de traitement des eaux de nuit. L'endroit était isolé, situé près d'une autoroute reliant 2 villes à 1 heure d'écart. Rien autour, juste des champs et des arbres. Durant le service de nuit, j'étais seule. Mon boulot consistait à vérifier les niveaux, ajuster les machines de temps en temps et m'assurer que rien n'allait exploser. Le site était entouré d'une clôture haute de 2,50 m, avec du fil barbelé, fermé à clé. Mais les portes d'accès intérieures, elles, restaient ouvertes. Une nuit, vers 2h30 ou 3h, j'étais dans la salle de contrôle, à tuer le temps sur ma Nintendo DS. Le son du jeu était le seul bruit. J'étais presque en train de somnoler quand j'ai entendu une voix derrière moi. Quelqu'un criait « Par terre, maintenant !» Je me suis retournée. Un homme se tenait là, armé d'un pistolet. Il avait dû escalader la clôture car il saignait à plusieurs endroits. J'ai mis du temps à réaliser ce qui se passait, alors il a crié encore « À terre !» Cette fois, je n'ai pas hésité. Je me suis mise à genoux. Il s'est approché en gardant l'arme pointée sur moi. Je me souviens qu'il s'excusait sans cesse, répétant qu'il était désolé mais qu'il devait faire ça. J'ai cru qu'on l'avait engagé pour me tuer. Mais pourquoi ? Il m'a demandé les clés de mon camion, mon portefeuille et mon téléphone. Je n'ai pas discuté, j'ai tout donné. Puis il m'a attaché avec du ruban adhésif qui traînait près du bureau, poignets et chevilles. Je ne savais pas si j'allais mourir ou être enlevée. Après quelques minutes, il a reculé, s'est encore excusé, puis il est parti. J'ai entendu mon camion démarrer, puis les graviers craquer sous les pneus. Je suis restée là, figée, en état de choc. Le ruban n'était pas très bien posé, j'ai réussi à me libérer. J'ai utilisé le téléphone d'urgence du site pour appeler la police. Ils ont dit qu'ils envoyaient quelqu'un tout de suite. Quand les agents sont arrivés, ils m'ont posé des tonnes de questions, ont tout noté, puis ont organisé un retour chez moi.
Le lendemain, j'ai appris que l'homme avait été arrêté dans la ville voisine. Il s'était évadé d'un transfert de prisonniers quelques jours avant et était en cavale depuis. Les flics ont dit qu'il était désespéré, probablement à bout d'options, et qu'il avait sans doute marché des kilomètres jusqu'à la station, ce qui expliquerait son état. J'ai récupéré toutes mes affaires, sauf l'argent liquide. Ils l'ont coincé alors qu'il tentait de revendre mes objets dans la ville suivante. Je repense souvent à cette nuit. J'ai dû suivre une thérapie à cause de ça. L'homme était clairement prêt à tout. Peut-être qu'il a songé à me tuer pour retarder l'appel à la police et gagner du temps pour fuir. J'ai vécu d'autres choses étranges dans ce boulot, mais rien d'aussi terrifiant que cette nuit-là. Il y a plusieurs années, je faisais les nuits dans un hôtel en Caroline du Sud. L'été, ce n'était pas trop mal. Beaucoup de familles, et il y avait un agent de sécurité sur place. Mais l'hiver, c'était une autre histoire. Les tarifs hebdo très bas attiraient les gens louches. Le but était de louer à des retraités qui venaient passer l'hiver à la mer, les snowbirds. Mais en réalité, c'était souvent des résidents à problème qui restaient longtemps. J'ai découvert plus d'un labo de meth et j'ai dû intervenir lors de bagarres et plus encore. De nuit, j'ai croisé des gens vraiment étranges. J'ai pas mal d'histoires de cette époque, mais celle-ci, c'est celle qui m'a le plus marquée, car elle ne s'est pas bien terminée pour moi. Je commençais à minuit et souvent, je traînais avec mon pote Andrew. Il faisait la maintenance de nuit pour cet hôtel et 2 autres appartenant à la même entreprise. Il passait après son service, on commandait à manger, on discutait. Ce soir-là, il allait chercher la bouffe. Je venais d'entrer dans le bureau pour prendre de l'argent dans mon portefeuille pour lui. J'ai entendu la cloche, signalant qu'un client entrait. Je suis revenu vers le hall, et là, j'ai vu Andrew tomber net devant moi. Tout de suite après, un type est apparu au coin et m'a frappé à la tête avec une barre de métal. Le coup m'a mis à genoux. Je ne me souviens que de la voix de l'autre, disant « Andrew s'est échappé, il a trouvé un flic, il faut y aller ». Je me suis levé tant bien que mal, sonné. J'ai tenté d'appeler la police avec le téléphone du bureau, mais il ne marchait pas. J'ai tapé dessus, frustré, paniqué. J'ai pensé qu'il pouvait revenir, alors je me suis précipité pour verrouiller la porte. Je ne savais pas où était Andrew, ça me faisait flipper. Le téléphone a fini par fonctionner. J'ai appelé le 911. J'ai dit que j'avais été agressé, qu'il fallait une ambulance et un officier. Je n'ai pas déverrouillé la porte tant que les secours n'étaient pas arrivés. Plus tard, j'ai appris qu'Andrew avait sauté par-dessus le comptoir et s'était enfui en courant. Par chance, un flic passait à ce moment-là et il l'a arrêté. Moi, j'ai fini aux urgences, 10 agrafes dans le crâne, et ils m'ont mis de la morphine contre la douleur. Je croyais avoir été frappé une fois, mais les vidéos de surveillance m'ont montré autre chose. Après m'être agenouillé, le type m'a frappé 10 fois. J'essayais de me relever, d'attraper la barre. Je ne me souviens de rien de tout ça. On m'a frappé jusqu'à ce que son complice dise qu'Andrew avait trouvé un flic. On n'a jamais su pourquoi ils m'ont attaqué. La police pense que c'est un braquage raté. Peut-être que le fait qu'Andrew s'échappe et que je résiste les a fait fuir, mais parfois, je me demande si ce n'était pas un acte de vengeance. Peut-être à cause d'un labo que j'avais découvert ou d'une bagarre que j'avais stoppée. J'ai repris le travail après m'être remis, mais je faisais des crises d'angoisse. Je pensais que ça pourrait recommencer. J'ai fini par changer de boulot, et à ma connaissance, les types n'ont jamais été retrouvés. Je bossais de nuit dans une grande usine de fabrication. Notre équipe de nuit était petite, 5 agents de sécurité et 5 d'entre nous pour l'administration et l'emballage. En tant qu'administratif, je restais souvent avec la sécurité, entre 2 rondes ou quand ils surveillaient les caméras. C'était généralement calme, un peu ennuyeux. Un soir, vers Halloween, j'étais au milieu de mon service, en pause déjeuner. Il faisait froid, alors je suis allée jusqu'à ma voiture pour chercher une veste plus chaude et fumer une clope. J'étais juste derrière la porte de service, là où la clôture est la plus proche du bâtiment. Elle est à environ 10 mètres. Il n'y avait qu'une lumière à détection de mouvement, donc je devais faire de grands gestes pour la garder allumée. Le sol était couvert d'herbe et les ombres s'étendaient jusqu'à la clôture. La lumière n'allait pas très loin. Je regardais des vidéos sur mon téléphone quand la lumière s'est éteinte, faute de mouvement. Je suis resté un moment dans le noir, à siroter mon café et finir ma cigarette. Quand j'ai voulu rallumer la lumière pour trouver le cendrier, j'ai levé le bras, et à ce moment-là, j'ai entendu un bruit du côté de la clôture. On a parfois des animaux là-bas, et ils peuvent être surpris. Mais en me levant, j'ai entendu le grillage bouger encore. En regardant, je n'ai pas vu grand-chose. La lumière ne portait pas jusque-là. Ma première réaction a été de dire « Bonjour »,
sur un ton hésitant. Le bruit s'est arrêté. J'ai plissé les yeux, mais c'était dur de voir à cause de l'éclairage. Quand la lumière s'est éteinte à nouveau, la lune éclairait un peu mieux. Le grillage a recommencé à bouger. Mes yeux s'ajustant, j'ai vu quelque chose bouger. Ça ressemblait à une personne de l'autre côté, qui manipulait les mailles. J'ai cru que c'était un gamin venu faire une farce. Certains venaient déjà s'introduire pour explorer, sans savoir que l'usine ne fermait jamais vraiment. Mais là, c'était une seule personne, toute seule. Ça m'a inquiétée, donc j'ai appelé la sécurité par talkie-walkie. J'ai dit qu'il y avait quelqu'un dehors, près de la clôture nord. Je connais bien les caméras. Je savais que cette zone était bien couverte. Un agent m'a répondu « On ne voit aucun mouvement près de la clôture. C'est dans la lisière d'arbres ?» J'ai répondu « Non, juste devant moi. Il tripote la grille. » Puis tout est allé très vite. Même pas le temps pour eux de me répondre. D'un coup, j'ai entendu un grand fracas métallique. Une silhouette s'est mise à foncer droit sur moi. J'ai renversé mon café en courant vers l'intérieur. J'ai fermé la porte et tenu la poignée de toutes mes forces pour garder le verrou en place. La poignée se baissait toute seule, comme si quelqu'un l'actionnait violemment de l'autre côté. Je sentais une présence derrière la porte. Quand la sécurité est arrivée, j'avais réussi à verrouiller. La poignée ne bougeait plus, mais les agents ne semblaient pas me croire, jusqu'à ce qu'on regarde les caméras. Sur la vidéo, on ne voit que moi dehors, rien d'autre. Je croyais à une blague, mais les autres ont pensé que je faisais une mise en scène. En revoyant la vidéo, on a vu un détail étrange. La poignée de la porte continuait à bouger toute seule, même quand ma main n'était plus dessus. Et juste avant que je ne rentre, on voit un sursaut dans la clôture, comme si elle avait été poussée. Pas de trou, pas de traces d'intrusion, pas d'ombre bizarre, pas de brume, rien. Personne n'a voulu admettre ce qui s'était passé. Certains disaient que c'était la lumière de la lune ou mon imagination ou trop de café. Je n'ai pas insisté. Mais après ça, personne n'a utilisé cette porte de service de la nuit. Elle est restée fermée. Le plus ancien des agents, d'habitude très réservé, a dit en fin de service « J'ai jamais aimé ce coin nord. J'ai toujours l'impression d'être observé. » C'était la première fois que je l'entendais dire autant en plus d'1 an. Ça m'a marqué. J'ai encore travaillé là 7 mois, sans incident. Mais je ne suis plus jamais retourné dehors par cette porte. J'ai arrêté de fumer, je prenais mes pauses dans le hall avec les autres. Je trouvais toujours une excuse pour éviter cet endroit. Je n'ai jamais eu d'autre moment où j'ai cru perdre pied avec la réalité, et je suis convaincue que je ne l'ai pas imaginé. Je revois encore cette poignée se baisser toute seule, preuve que j'ai vraiment vécu quelque chose d'inexplicable. Je travaillais de nuit dans un subway, situé dans une station-service ouverte 24 heures sur 24. Ce n'était pas le job le plus glamour, mais ça payait les factures. La plupart du temps, c'était tranquille, surtout une fois les routiers partis. Un soir, j'étais derrière le comptoir, à nettoyer, quand un homme est entré. Il restait planté là, fixant le menu. Puis il m'a demandé si j'avais un sandwich pour lui. Au début, j'ai cru qu'il avait passé commande par téléphone, alors je lui ai demandé son nom. C'est là qu'il s'est avancé un peu, et j'ai vu qu'il était couvert de sang. Le sang traversait sa chemise, éclaboussait son jean, goûtait au sol. Il faisait sombre dans le magasin, donc au début, je n'avais pas vu l'ampleur. Mais quand j'ai vu la couleur, j'ai compris. Ce n'était pas une petite coupure, il était trempé. Je suis restée figée quelques secondes. Il m'a dit que je n'avais pas besoin de connaître son nom et de juste lui faire un sandwich. Je ne voulais pas qu'il panique, alors j'ai gardé mon calme et cherché un moyen d'alerter quelqu'un tout en préparant son sandwich. J'ai inventé un prétexte pour aller à l'arrière du magasin en disant qu'il ne restait presque plus de salade. Là, j'ai fait signe à ma collègue, qui était en pause à l'arrière, d'aller chercher le policier d'État en repos qui faisait souvent la sécurité à cette heure-là. Quelques minutes plus tard, je l'ai vu entrer dans le magasin. Je terminais le sandwich. Le policier a vu la traînée de sang sur le sol, a fixé le type et a compris que quelque chose clochait. Il s'est approché lentement, comme s'il voulait juste commander lui aussi. Mais dès qu'il a été assez proche, le gars a commencé à se raidir, prêt à s'enfuir. Le flic a fait un pas rapide et l'a attrapé, juste au moment où il tentait de fuir. Il était plus rapide. Le type ensanglanté a été arrêté puis interrogé. Il s'était fait poignarder, mais ne réalisait pas à quel point c'était grave. Il était en état de choc. Apparemment, il avait tué quelqu'un plus tôt dans la nuit, et à cause du choc, il n'avait même pas conscience de ses propres blessures. Il faisait le plein de sa voiture, juste à quelques mètres, et s'était arrêté pour prendre un sandwich, comme si de rien n'était, après un meurtre.
C'était glaçant. Traiter ce genre de situation sur un shift de nuit, je m'en souviendrai toute ma vie. Dans les années 90, quand j'étais au lycée, je bossais déjà pas mal de mes mains. Je faisais des petits boulots comme la construction, la démolition, la mécanique ou la pose de sol. L'un d'eux, c'était pour un gars qui faisait des rénovations. Restaurant, bar, boutique. J'allais à l'école le jour et je travaillais parfois après les cours ou les week-ends. Souvent, il me laissait seul sur les chantiers avec une liste de tâches, surtout la démolition. Il venait me chercher en voiture. Je n'avais ni permis ni voiture. Ce jour-là, c'était un samedi matin. Il m'a conduit sur un site paumé, au milieu du désert de Mojave. Je parlais trop, sans faire gaffe à l'itinéraire. On a quitté l'autoroute, roulé sur des routes secondaires pendant longtemps. Je ne savais pas du tout où on était. Il m'avait filé une grosse bonbonne d'eau, car il n'y avait pas d'eau sur place. En arrivant, j'ai sorti mes outils du camion, et il repartit vers un autre chantier. Il m'a dit qu'il reviendrait vers 17h ou 18h. En gros, ça voulait dire « Je te paye jusqu'à cette heure-là, donc t'as intérêt à finir ». C'était toujours clair entre nous. Je suis donc restée seule sur cette propriété abandonnée. La maison était vide. Je devais virer les meubles, les appareils électroménagers, arracher les sols, détruire la cuisine à la salle de bain et retirer les panneaux de bois sur les murs. C'était un boulot classique. J'étais habituée à bosser seule, même la nuit, et là c'était en plein jour, donc ça allait. Mais la maison me mettait mal à l'aise. Vieille, sombre, poussiéreuse et surtout froide, d'une façon bizarre. Celle qui te file la chair de poule. J'ai commencé le boulot. Virer tout le bazar, arracher les sols, tout venait facilement, c'était rapide. J'ai démonté la cuisine à la masse en moins d'1 heure. Je me lavais le visage avec de l'eau de la bonbonne. En fin d'après-midi, il me restait juste une gorgée. J'avais aussi mangé tout ce que j'avais. Mais pas de souci, il devait venir me chercher bientôt. J'ai terminé le boulot, balayé toute la maison. C'était nickel pour l'équipe suivante. À cette saison-là, le désert n'est pas brûlant, mais dès que le soleil se couche, la température chute vite. J'avais juste une chemise en flanelle. Pas suffisant. Il commençait à faire sombre, et mon chauffeur était en retard. Je n'avais pas de téléphone portable, à l'époque c'était rare, et la maison n'avait ni courant, ni eau, ni téléphone. Je suis montée sur le toit pour voir si je voyais des lumières au loin. Il y avait quelques maisons, mais elles étaient toutes sombres. J'ai pensé marcher jusqu'à l'une d'elles, mais j'avais peur de louper mon chauffeur. Et elle semblait inhabitée. J'ai réfléchi à mes options. Attendre jusqu'au matin ? Tenter de marcher de nuit dans le désert avec presque plus d'eau ? J'ai décidé de rester. Mais soudain, j'ai réalisé que personne ne savait où j'étais, sauf mon patron. Et je n'étais pas sûre qu'il l'avait dit à quelqu'un. Ma famille ne s'inquiéterait pas avant le dimanche soir. Il faisait noir. J'avais pas de lampe, pas de feu. Mais heureusement, la lune était claire. Je suis retournée dans la maison. Vide, sinistre, encore plus maintenant qu'elle était nettoyée. Vers 20h, les piles de ma radio ont commencé à faiblir. C'était ma seule source de lumière et de son. Je me suis assise sur une vieille chaise, dans le salon, à attendre. J'entendais le vent et des bruits bizarres. Des animaux ? Peut-être. J'ai commencé à avoir froid et à me faire des idées. Je voyais des ombres dehors, et même dedans. J'entendais des murmures. J'ai fini par crier « Y a quelqu'un ?» Et là, un bruit a retenti de l'autre côté de la maison. Assez. Je suis sortie, sous la lumière de la lune, où je voyais mieux. J'ai entendu du mouvement au loin, mais rien de clair. Mes outils étaient à côté de la maison. J'ai attrapé une barre de fer, prête à me défendre. Je bougeais pour ne pas geler, car mes vêtements n'étaient pas assez chauds. Le vent s'est levé, et il n'y avait aucune lumière autour. J'ai voulu grimper sur la maison pour mieux voir, mais j'ai préféré monter sur le portail, pour un peu de hauteur. Je cherchais désespérément des phares, des signes de vie. Je pensais aux histoires qu'on raconte sur ce désert. Des gens enterrés ici, des groupes étranges, des disparitions. Chaque bruit me glaçait le sang. J'étais sûre qu'il n'y avait personne dans la maison, mais j'entendais encore des sons. Je me suis assise sur le porche, grelottant, fixant la fenêtre du salon, m'attendant à voir un visage. À 23h, j'ai regardé ma montre. La nuit allait être longue. Tout ça avait commencé dès que le noir était tombé. Je ne voyais pas comment j'allais tenir jusqu'au matin. Vers minuit, j'étais bien réveillée, les yeux rivés sur la route de terre. J'espérais qu'une voiture vienne. En me retournant vers la maison, j'ai encore entendu des bruits. Je me suis dit que c'était un rat, jusqu'à ce que je voie une ombre. Quelqu'un passait de la cuisine au couloir. J'ai bondi, reculé du porche.
J'ai trébuché sur des gravats et je suis tombée. Je me suis redressée, retombée. Est-ce que quelque chose m'avait poussée? Ou était-ce mon imagination? Et soudain, j'ai vu des phares. Mon patron arrivait, lampe à la main. Il s'est penché au-dessus de moi, surpris de me voir par terre. J'étais juste soulagée. Je ne lui en ai pas voulu. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il croyait que l'autre équipe allait me chercher et eux pensaient que c'était lui. Personne n'était venu. C'est en parlant plus tard avec l'autre chef de chantier qu'il a réalisé que j'étais toujours là-bas. Il s'est senti très mal et m'a dit qu'il me paierait pour tout le temps que j'avais passé là. Sur le chemin du retour, je lui ai parlé de la maison et de son ambiance étrange. Il m'a dit qu'il ne savait rien, juste ce qu'il y avait à faire. Peut-être que je perdais la tête, mais cette nuit, seule dans le désert, a été la plus terrifiante de ma vie. Le plus bizarre, je n'ai jamais vu les phares arriver. Tout ce dont je me souviens, c'est de mon patron debout au-dessus de moi, lampe à la main. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé exactement, mais après ça, j'ai toujours gardé des piles en rab, une lampe et 2 fois plus d'eau.